out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. Dwight Eisenhower, président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a commandé? Le débarquement, c'était lui. Il a fait pas mal de choses, comme militaire, mais aussi comme président. Alors, civil. On remonte jusqu'à quand, là? Là, on remonte à sa naissance, octobre 1890. Octobre. Et 1890, ça vous rappelle aussi la naissance du général de Gaulle. Je dis juste ça en passage, parce que les carrières ne sont pas évidemment totalement similaires, mais deux militaires qui vont devenir chefs d'État, c'est aussi, et qui vont pratiquement disparaître à la même époque. Alors, le voilà, Dwight David Eisenhower. Souvent, il y a un deuxième prénom avec juste une lettre. D'ailleurs, on le voit quand on lit les biographies, Dwight D. Eisenhower, donc le D c'est David. Alors en fait, c'était le premier prénom qui lui avait été donné, David Dwight Eisenhower, et comme son père se prénommait aussi David, eh bien, quand il est rentré à West Point, il a dit « j'inverse les deux ». Voilà pourquoi Dwight Eisenhower est devenu si célèbre. Alors c'est une famille d'origine allemande. Ils ont immigré au XVIIIe siècle. Eisenhower s'écrivait alors à l'époque non pas avec un W, mais H-A-U-R, Auer, comme ça peut se prononcer en allemand. Donc c'est une famille d'émigrés de très longue date, 18e siècle, je vous le disais. Et lui, il est né dans une famille de 7 enfants, et c'est la passion pour la chose militaire qui va le pousser à entrer. Alors, il voulait entrer dans la marine, et puis, jugé trop jeune, il a poursuivi ses études pour pouvoir entrer à West Point, d'où il est sorti en 1915 à la 69e place sur 170, ce qui est quand même une très bonne place. Mais surtout, il est dans une promotion que les historiens vont appeler la promotion des étoiles. Tellement de généraux, de futurs généraux, sont sortis en même temps que lui de cette promotion. Et pour cause, puisque c'est une promotion qui sort en 1915. Donc lui, 1915, il est lieutenant. Il demande à tout de suite être envoyé sur le front en France, puisque ça y est, les Américains vont se jeter dans la bataille en 1917, vous le savez. On va fêter d'ailleurs cet anniversaire l'année prochaine. Eh ben, on lui refuse. Lui, il s'occupe de l'entraînement des boys aux États-Unis, et qui vont partir, les fameux GIs, qui vont partir sur le front français bien quelques années plus tard. Alors, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il est général, et là, c'est Roosevelt qui décide de le nommer à la tête du débarquement. Alors, on va regarder des images, bien sûr, et puis je vais vous commenter tout ça, parce que finalement, cet homme va avoir un parcours. En fait, c'est la guerre qui va faire sa carrière. Alors, comme beaucoup d'hommes de cette époque, il faut dire qu'il est jeune militaire. Au cours de sa jeune carrière, il rencontre un certain George Patton. Ensemble, ils écrivent des articles qui vont promouvoir le char d'assaut au même moment que d'autres le font en Europe, comme Churchill, comme De Gaulle, comme Guderian en Allemagne. Alors, tous en disant, on ne peut plus se battre comme en 14-18, c'est-à-dire avec des tranchées et avec une guerre fixe telle qu'elle s'est déroulée. Donc ça va le mettre un petit peu de côté. Alors évidemment, les images vous montrent l'homme victorieux, et il est passé par tous les grades. Il a servi, avant de devenir le commandant en chef, en Europe et pour l'Afrique du Nord, il a quand même servi sous les généraux Pershing ou MacArthur. Donc c'est une carrière absolument extraordinaire. Et puis Marshall, le général Marshall, qui l'a poussé un petit peu au devant. Là, on le voit avec son épouse. Alors son épouse, elle s'appelle Mamie. C'est son prénom, M-A-M-I-E. C'est un prénom américain, Mamie Geneva Dood. Et elle va être considérée par les Américains. Là, c'est Nixon, évidemment, on le reconnaît. C'est son vice-président lorsqu'il est élu, Eisenhower, en 52, puis en 56. Il avait comme colistier Richard Nixon, qui deviendra, on le sait bien, à son tour président des États-Unis. Alors cette mamie Geneva Dood, cette mamie Eisenhower, avec De Gaulle. Là on le voit avec De Gaulle, oui, parce qu'il était en France en tant que commandant en chef de l'OTAN. Au début des années 50, et son poste de commandement se trouvait à Paris. Donc ils se sont beaucoup croisés, en civil et en militaire d'ailleurs. Et puis là, on voit les obsèques d'Eisenhower, obsèques nationales, évidemment, pour ce grand général qui était général 5 étoiles. C'était l'équivalent, c'est une distinction, hein, général 5 étoiles. On voit son épouse là. Général 5 étoiles, ça équivaut à maréchal de France quand on veut donner une distinction aux États-Unis. Donc il a été au plus haut. Et puis il faut rappeler quand même le souvenir de Kay, la jeune Kay, qui était son assistante. Assistante personnelle. Et qui était une jeune Irlandaise. Il y a des photos, on la voit, c'est elle qui pilotait le command-car. Absolument. Et puis, une ravissante personne. Alors il a passé la guerre avec elle. Enfin,
il a travaillé pendant la guerre avec elle. Oui, Somersby, Kay Somersby, et qui a écrit ses mémoires dans les années 70 en disant que c'était une relation passionnelle, mais voilà, tout à fait honorable. Donc, alors, ce qu'il y a... Elle dit ce qu'elle veut. Oui, absolument. Mais ce qu'il faut préciser, c'est quand même, Eisenhower avait souhaité divorcer. Et ça, le président américain lui avait dit impossible. Le commandant en chef de l'armée américaine ne peut pas divorcer alors que tant de soldats sont en train de perdre la vie et laissent des veuves aux États-Unis. On ne peut pas, je ne peux pas vous le permettre de le faire. Et puis pour sa carrière ensuite politique, un homme divorcé aux États-Unis. Mais alors, il était président républicain. Et c'est Harry Truman qui lui avait demandé d'être son colistier alors que Truman était démocrate. Vous voyez, donc il avait joué sur les deux tableaux. Finalement, c'est en tant que président républicain qu'il est connu en 52 et 56. Merci. Avant Kennedy, pardon. Beaucoup. Merci beaucoup. Et allez, on commence par quoi? Alors, du cyclisme. Du cyclisme. Oui, parce que. Où ça alors, ça se passe en Belgique, mais on va vous parler un tout petit peu du Qatar, parce qu'il va y avoir les championnats du monde de cyclisme qui vont débuter dimanche. Et il y a un Français qui se débrouille bien. Pourquoi on parle de la Belgique? Parce que c'est en Belgique qu'il a gagné hier. Vous me suivez? On regarde ce qui s'est passé hier pour ce garçon qui s'appelle Arnaud Desmar. Le coureur de Beauvais remporte Binche, Chimay, Binche, donc en Belgique. Ici, en blanc, il a attaqué à quelques hectomètres de l'arrivée à l'issue des 194 km du parcours. Desmar a déclaré qu'il avait regardé les vidéos des 2 dernières éditions. Il savait qu'il fallait pas trop attendre donc pour attaquer. Il est le premier Français à s'imposer dans cette course depuis 1989 et le 16 octobre, lui, il sera au départ de la course en ligne de ces championnats du monde, course qui est promise aux sprinteurs, donc à peut-être monsieur Arnaud Desmar. Voilà pour le cyclisme. On a un petit peu de tennis, William. Oui. Du tennis, ça se passe à Tokyo et à Pékin. À Tokyo, c'est avec Gaël Monfils, qui est en forme lui aussi. Donc les Français se portent bien. Monfils numéro 1, Français 8e mondial et tête de série numéro 2 est dans la capitale japonaise. Et il n'a aucun mal à se hisser en 8e de finale là-bas. Il a facilement écarté un local de l'étape, Yushi Sugita, 92e du classement, 6-3, 6-1. Il affrontera son compatriote Gilles Simon au prochain tour. Là, ce match, il l'a terminé en moins d'1 heure. Et on reste à Tokyo où les têtes de série tiennent leur rang. David Goffin, le Belge 14e mondial, a battu le Japonais Nishioka 7-5, 6-2. Il passe en 8e de finale. Et même chose pour l'Australien Nick Kyrgios qui est en haut de votre écran. Il s'est défait de l'Américain Harrison 7-5, 6-2. Et c'est Harrison qui est donc en bas de votre écran qui s'est offert le plus beau point du match. Regardez, il a très bien joué. C'est tout de même peut-être le plus beau point de ce tournoi. On vous l'a dit, ça joue à Pékin et Andy Murray, le double champion olympique numéro 2 mondial, a eu besoin d'1h30 pour se défaire de l'Italien Seppi. Et Murray se hisse au 2e tour. Pas de problème non plus pour Rafael Nadal. Le 4e mondial a écrasé lui aussi un Italien. Alors Rafael Nadal, il est en bas de votre écran. L'Italien qui l'a écrasé, c'est Paolo Lorenzi, 6-1, 6-1. Et au prochain tour, l'Espagnol pourrait retrouver le Français Adrian Manarino qui est issu des qualifications. C'est curieux, vous avez vu, ils ont des petits box. Oui, il n'y a pas de grande tribune comme on a chez nous. Non. Et une petite info encore tennis, souvenez-vous, en janvier dernier, la Russe Maria Sharapova avait été sanctionnée pour un contrôle positif au meldonium. Le tribunal arbitral du sport a réduit sa sanction à 15 mois, donc elle pourra rejouer à partir de fin avril, donc elle pourrait être là pour Roland Garros. Oui. Voilà. Sans le produit en question. Sans le produit, mais c'est un produit qui est revenu dans la liste des produits dopants. Il n'était pas avant, il était après. Voilà. C'est fait pour soigner quoi? Le rhume alors du diabète, notamment dans sa famille. Le diabète. Oui. Alors, apparemment, elle en a sa famille. Comment? Elle en a sa famille du diabète. Ah oui. Pour ça, elle préférait prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. On va parler un petit peu de natation. Avec chercher le Binche, il y a un carnaval à Binche, non? Oui. Oui, il y a oui, tout à fait. Je vois les personnages. Les personnages comme ça. Les Gilles de Binche, c'est ça, non? Ah, d'accord. Culture. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? La natation. Oui. Oui, avec une Française qui est plutôt en forme à Dubaï. Regardez cette Française, elle s'appelle Camille Georgiou. Elle est nageuse d'Antibes et c'est elle qui a le mieux figuré lors des finales de la Coupe du Monde Petit Bassin. Je rappelle qu'un petit bassin, c'est 25 mètres. Elle termine 4e du 50 mètres d'eau, un peu plus de 2 secondes de la Hongroise Osu qui s'est offert, en plus du 50 mètres d'eau, le 800 mètres, le 200 mètres 4 nages. Elle a terminé 2e du 200 mètres d'eau et du 100 mètres papillon, donc elle a tout écrasé. Et à Rio, Osu avait remporté 3 médailles d'or et 1 en argent. Un petit mot de foot féminin avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Jordanie. Alors la France l'a remportée en 2012. La France n'est pas qualifiée, mais on en parle quand même, William, avec des Nord-Coréennes qui ont gagné leur 2e match. Une victoire 1-0 face aux Brésiliennes avec un but de Ya-Eun Jung. Et la Corée du Nord est en tête de son groupe. Voilà, elles sont contentes. Et pour terminer, le sport de demain.
ou pas. Voilà, est-ce vraiment du sport? Mais sachez que vous verrez certainement très bientôt sur vos écrans des courses de drones, ces engins dont on vous parle régulièrement et qui font de très belles images, notamment pour la télé. Et la très sérieuse Drone Racing League, promoteur de courses aux États-Unis, surtout aux États-Unis, a reçu 12 millions de dollars d'investissement et des grands groupes télé s'y intéressent de très très près, outre-Atlantique, en Angleterre et en Allemagne. Le principe des pilotes avec ces casques 3D, des télécommandes, ils dirigent leurs drones sur des circuits à obstacles à plus de 130 km/h. Ça va vite, très vite. Et c'est télévisuel, à ne pas confondre, William, avec les e-sports, qui sont, elles, des compétitions de jeux vidéo. Et les sports traditionnels vont peut-être pouvoir se faire du souci. Et une petite chose pour briller en société, vous savez ce que ça veut dire drone en anglais? Ça veut dire faux bourdon. Voilà, vous pouvez replacer ça. Un faux bourdon. Faux bourdon, voilà. Drone, a drone. C'est pour un dîner comme ça en ville. Drone. Un faux bourdon. Un faux bourdon. Il y a des vrais bourdons Il y a les vrais qui vont s'accoupler avec les abeilles et les faux bourdons qui ne s'accouplent avec personne. Et qui volent qui volent avec quatre hélices comme ça, c'est des drones en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai que de temps en temps, on donne des clés à Anna pour qu'elle puisse passer par derrière pour regarder comment travaillent les artistes. Et là, elle s'est dit, tiens, je vais vous montrer comment travaillent des auteurs de bandes dessinées. Comment s'appelle cette grande maison d'édition qui a 25 ans d'âge? Elle s'appelle Cornelius. Cornelius. Et elle est très, très, très appréciée des lecteurs les plus exigeants, mais aussi des plus grands auteurs. Ah. Ceux qui sont considérés par les connaisseurs comme parmi les 5 plus grands du monde. Je pense à Burns, à Close, vraiment des Américains, par exemple, qui illustrent tous les grands magazines du New Yorker, etc., et qui sortent aussi des BD. Ça, New Yorker, oui, magnifique, New York connaît. Times, enfin tous. C'est vraiment parmi les plus grands illustrateurs du monde, vraiment. Son fondateur, Jean-Louis Gauthier, est vraiment un passionné du genre. Je ne sais pas quoi vous dire, les plus grands auteurs demandent que ce soit chez lui que leurs plus beaux Mais livres les plus grands auteurs, paraissent. pas seulement français, donc. Pas seulement français, c'est ça qui est fou. Il a fait confiance, il y a déjà 25 ans, à des auteurs qui sont aujourd'hui des stars et qui aujourd'hui lui réservent la primeur et l'exclusivité de leurs grands C'est livres. de la BD pour jeunes ou pour adultes? C'est de la BD pour adultes. D'accord. C'est clairement de la BD pour adultes. C'est magnifique. On apporte un soin à l'objet autant qu'au contenu. C'est vraiment de la très très belle édition. On passe un temps fou, beaucoup plus que dans les grands groupes d'édition chez Cornelius, à peaufiner les cadrages, les couleurs, voilà. Une 25e rentrée fidèle à la ligne éditoriale de la maison, avec un tiers de traduction, le très attendu Patience de Daniel Close arrive enfin. C'est un livre de science-fiction, j'allais dire SF. Génial. C'est une histoire d'amour en même temps. Ça marche aussi, c'est science-fiction. Science-fiction, c'est ça. Allez. C'est assez classique, voyage dans le temps, mais vraiment génial parce que Close. Un tiers de recréation, on sauve des choses disparues chez Cornelius aussi, avec le très très beau Tribu. Et alors là, c'est le fondateur de la maison pour Tribu qui a passé des mois et des mois à recoloriser lui-même cet album. C'est vous dire, c'est quand l'éditeur devient acteur à part entière de ses créations. Et là, on est vraiment là. Il m'a dit que c'était simplement comme si Avatar avait été encore plus réussi qu'il ne l'avait été, ce livre. Donc voilà. Et je vais vous emmener dans les coulisses du dernier tiers de cette ligne éditoriale, celui de la création. Et on va découvrir les deux auteurs, dessinateurs et scénaristes de L'ombre de moi-même. Et là, on va un peu comme chez Sampé, vous voyez, chef. C'est l'économie du trait. La ligne claire, le truc très très simple qui du coup souligne une satire impardonnable, enfin implacable de la société. Je vous y emmène, on était dans les coulisses de ce grand album L'ombre de moi-même. Ce petit bonhomme s'appelle Serge, c'est plutôt un gros bonhomme puisqu'il est large d'épaule et puis il a un petit ventre. Il travaille plus trop, il est séparé de sa femme, il a un fils qui est loin. Et au cours de l'histoire, tout ça est très 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 banal. Il va rencontrer une femme beaucoup plus jeune que lui et avoir une histoire qui ne se termine pas très bien. Il est dans le dernier tiers de sa vie. Il le sent, mais il est encore vaillant, il est encore arrogant, il veut encore en être, tout en parfois ayant des baisses d'énergie absolues. N'imaginez pas la difficulté que c'est d'imposer mon univers à Philippe. Généralement, on se réunit chez moi. J'ai une idée de base, mais qui est assez diffuse, que j'expose à Philippe, qui est souvent dubitatif au début, inquiet. Et puis, donc ça m'oblige aussi à développer.
Et puis, petit à petit, comme ça, on commence tout de suite à dialoguer avec des bouts d'idées. Il fait des croquis. Moi, tout mon problème, c'est d'arriver à retraduire le mieux que je peux, avec mes moyens qui sont aussi limités, puisque mon dessin est très simple, son univers qui peut être très baroque, et il faut que ça lui plaise et que ça me plaise moi aussi. Par exemple, il y a une séquence dans le livre où il mange au restaurant avec une jeune femme, et au départ, il y avait d'autres personnages, et finalement, en retravaillant, je les ai isolés, et en fait, ça me convenait mieux à moi dans mon vocabulaire. Il y a les dialogues, il y a le nombre de dessins, c'est arriver à trouver le bon équilibre, le bon rythme. C'est comme une musique. Et en fait, il suffit qu'il y ait une note qui soit déplacée et ça ne marche pas. Voilà, édition Cornelius, voilà. À tout à l'heure. Direction la Chine maintenant, au-delà de nos frontières. L'actualité, vous allez voir, nous permet de retrouver notre correspondant permanent, Arnaud Miguet, avec qui nous allons découvrir que dans certaines villes de Chine, avant d'acheter un produit, il faut le tester. Et vous allez voir que le verbe tester prend tout son sens là-bas. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Il est peut-être encore un petit peu tôt pour vous, mais pour nous, nous sommes aux alentours de 13h, 1h de l'après-midi, et c'est bientôt l'heure d'un petit somme. En Chine, vous savez, la sieste, c'est sacré. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est bon pour le physique, c'est bon pour le mental. La plupart des entreprises, d'ailleurs, ou des écoles l'ont bien compris, puisqu'il y a des espaces aménagés à cet effet. Alors, la sieste, c'est un art qui se pratique n'importe où, parfois dans n'importe quelle position. Il n'est pas rare de voir des Chinois dormir dans l'herbe, sur un banc public, dans les transports en commun, ou même au McDo, ou dans les supermarchés. Et surtout, ne mettez pas, si vous êtes un grand magasin, de lits ou de canapés en exposition. C'est ce qu'on a découvert hier avec Gaël Caron. Nous sommes allés nous balader à quelques kilomètres d'ici, au nord de Pékin, dans la célèbre enseigne suédoise, Ikea. Et vous allez le voir, le résultat est étonnant. Regardez. C'est confortable. Oui, très bien. Bienvenue à Ikea China, le magasin où l'on vient d'abord se reposer ou boire un verre. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, là je suis bien. Le spectacle est surprenant dans ce magasin qui compte 32 000 visiteurs par jour en ce moment. D'ailleurs, toutes les places sont prises. Et pour un non-initié, on se demande s'il ne faut pas marcher sur la pointe des pieds. Certains sont déjà dans les bras de Morphée, les petits comme les grands. Parfois, une vendeuse trop bruyante vient les troubler, mais pas les chasser. Vous êtes bien là? Très bien. Vous voulez essayer? Allez-y, installez-vous. Je sais pas. Ah oui. Et les Chinois n'ont pas peur de tout essayer. Bref, on est au magasin comme à la maison, voire mieux qu'à la maison. C'est beau, c'est propre ici. Pendant que ces jeunes filles se prélassent sous la couette, d'autres se prennent en photo. Cette dame, elle, s'est assise pour déguster une glace. Mais ce qu'il y a de mieux pour ces Pékinois, quand on n'achète pas en tout cas, c'est bien une petite sieste. Ils dorment vraiment. Et les enfants, on les borde. Alors, évidemment, on risque pas de voir ça ici en France. Il faut savoir que, et pour cause, Chine oblige, c'est le plus gros marché de l'enseigne suédoise. Mais la difficulté, c'est comment peut-on agir? On interdit? Alors si oui, mais comment? Ou alors on laisse faire? Oui, c'est toute la question. Ikea a d'ailleurs essayé l'année dernière d'interdire ces comportements jugés impolis, mais sans succès. Les vendeurs ont mieux à faire, ils doivent plutôt s'occuper des acheteurs que des dormeurs. Et puis un dormeur, finalement, potentiellement, c'est aussi un acheteur. Et de toute façon, la chaîne de grands magasins s'est dit que finalement, il n'y avait pas de mauvaise publicité. La preuve, on en parle aujourd'hui. Et on en parle dans de nombreux pays dans le monde, puisque nous sommes retransmis grâce à notre cousine TV5 dans 135 pays. Bonjour Patrice, on commence par... Bonjour William, bonjour à tous. C'est un petit dessin qui ne paie pas de mine, mais qui résume parfaitement les choses. Il est signé Aurel dans le Canard enchaîné. On y voit un François Hollande apprêté et qui semble satisfait d'avoir à annoncer une bonne nouvelle.
Je ferai campagne en TGV. Alors c'est sûr, maintenant qu'ils sont commandés, les TGV d'Alstom, il va falloir les utiliser d'une manière ou d'une autre. La SNCF, à qui le gouvernement a tordu le bras dans cette affaire, n'a pas besoin de ces 15 rames supplémentaires qu'elle va payer au prix fort. Elle les fera donc rouler sur des voies ordinaires. Ce qui inspire ce titre au Canard enchaîné, il commande 15 rames de TGV pour rouler à petite vitesse. François Hollande, chef de gag. Alors, au début de son mandat présidentiel, François Hollande prenait le train. Aujourd'hui, il les achète. Et à 500 millions les 15 rames, je peux vous dire que ça fait causer. Il y a de la reprise. Comme disent les communicants, le problème, c'est que ce sauvetage, à faire pâlir de jalousie les entreprises en difficulté, cache un autre exploit, celui d'avoir réussi à mécontenter à peu près tout le monde. La droite, bien sûr, qui ironise ou pousse des hurlements. Et puis la gauche, qui fait la moue. Jamais content, en fait. Jamais content, d'abord, l'humanité, qui parle de sauvetage express de la part du gouvernement. D'un gouvernement dépourvu de quelque stratégie industrielle que ce soit. Alstom respire, mais que se passera-t-il après 2017 demande le journal communiste qui voudrait que l'État monte au capital d'Alstom et y acquiert une minorité de blocage. Pas spécialement content non plus. Libération, pour qui l'affaire Alstom est une parfaite illustration de la politique à la petite semaine. La commande publique est une excellente nouvelle, écrit Alexandra Schwarzbrot, mais aurait-elle été débloquée si le pays ne s'était pas trouvé en période électorale? Alors vous connaissez l'expression, parfois poser une question c'est déjà y répondre, et j'ajouterai que parfois point n'est besoin de poser la question pour y répondre, ce à quoi s'emploie ce matin le Figaro. Alors là, on passe à droite et évidemment le propos est plutôt caustique. On croyait avoir tout vu de l'État stratège, mais là on est dans un chef-d'œuvre d'acrobatie. Lesté de 2170 milliards de dettes, l'État emprunte 450 millions pour passer commande de TGV qui coûteront plus cher à la SNCF, laquelle croule déjà sous les pertes. Qui dit mieux, demande Gaëtan de Capelle dans son édito au vitriol. Il est en colère, Capelle, parce que dans cette affaire, l'État véhicule l'idée aberrante, selon lui, selon laquelle il a les moyens, donc le devoir de secourir toutes les entreprises en difficulté. C'est évidemment faux et de nombreux salariés vont être déçus, prévient ce matin l'éditorialiste. On est sur la même ligne dans l'opinion qui énumère ce qu'il appelle carrément les 7 délires du plan Alstom. Le titre est accompagné d'un dessin de CAC qui met en scène un François Hollande en caleçon qui improvise une stratégie industrielle à courte vue. Alors, les 7 délires en question, allons-y. 400 emplois préservés à Belfort. Quand on fait les comptes, ça nous fait un peu plus d'1 million par emploi préservé. Mais ce n'est pas ça qui permettra l'inversion de la courbe du chômage, précise le journal. Un mauvais signal pour les vrais salariés, les vrais licenciés, pardon. Que vont penser, par exemple, les salariés de SFR, auxquels on annonce 500 suppressions de postes d'ici 3 ans au nom de la compétitivité. Des TGV sur des lignes corail, c'est comme mettre une Ferrari sur une départementale, etc., etc. Mais ce qu'il faut lire ce matin dans l'opinion, pour finir, c'est surtout l'édito politique industrielle fiction. Ça commence comme un discours, mesdames et messieurs, etc., etc. C'est donc une fiction. On est dans une scène où l'État tente de sauver France Télécom et à la fin, il annonce la bonne nouvelle. Il commande 7 millions de Minitel. Et ça se termine par « Vive le Minitel, vive la France ». Il y avait aussi un truc, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, c'était pour remplacer la navette qui sert dans le chenal à traverser entre Deauville et Trouville. Ah, on pourrait mettre un sous-marin. Un porte-avions. Un porte-avions. Merci beaucoup. Allez, Bonjour François Baroin. Bonjour. Vous avez reçu quelques messages hier en provenance de Strasbourg. Est-ce que vous les avez reçus? Ils étaient signés Emmanuel Macron. Non, j'avais un dîner débat. Alors je vais vous les faire passer, ces messages. Peut-on imaginer présider aux destinées du pays quand on a délibérément dépassé le plafond des dépenses de campagne? Il vous fait la leçon, enfin surtout à votre candidat Nicolas Sarkozy. Oui, enfin, les leçons de M. Macron, je les prends pour ce qu'elles sont et ses compliments également. Voilà quelqu'un qui a été le conseiller de François Hollande du mensonge de la campagne d'il y a 5 ans, qui a été son secrétaire général adjoint en charge des affaires économiques, qui a été ensuite son ministre. Il a trahi la confiance, il a piétiné le gouvernement, il est le caterpillar de la gauche qu'il a servi et qui a fait de lui un ministre de la République. On est en état d'urgence, il déserte l'État. Il y a une époque, vous vous en souvenez, un socialisme au visage humain. Il y a aujourd'hui un cynisme à visage souriant, doublé d'un populisme mondain, ce que Manuel Valls s'appelle un populiste light.
Et je ne supporte pas les déclarations de ce monsieur sur la dénonciation de la démocratie représentative, sur les insultes adressées aux élus, sur le fait de montrer du doigt la caste. De quoi parlons-nous? C'est ça, vous êtes senti visé lorsqu'il a dit quand la politique n'est plus une mission, mais une profession, les responsables politiques ne sont plus des engagés, mais des intéressés. Oui, il a juste oublié une chose. En démocratie, c'est le suffrage universel qui est la loi des reins. Quand on est en politique et qu'on est élu, réélu, on ne fait pas un putsch. On se présente, on obtient la confiance, et puis ensuite on essaie d'être à la hauteur des engagements qu'on a proposés pendant une campagne municipale. Donner des leçons de morale comme il le fait, reprenant les propres termes de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, allant à Orléans fêter Jeanne d'Arc, on dit Nicolas Sarkozy déborde Le Pen par la droite quand il parle des Gaulois, mais qu'est-ce qu'on dit de Macron quand lui tient ce type de propos? Il est populiste, Macron? C'est un populiste, c'est pas moi qui le dis, quelqu'un qui connaît bien mieux que moi, Manuel Valls, qui a été son Premier ministre et qui le montre du doigt à juste titre. J'ajoute que les dernières déclarations de Macron sur la laïcité revancharde, donnant presque un blanc-seing à des gens qui placent la loi de Dieu au-dessus des lois de la République, c'est une méconnaissance complète de la France, de la République, de ce qu'est la laïcité. C'est un projet qui à terme est un communautarisme. Je combattrai ce projet. En tout cas, il a réussi son coup parce qu'il a réussi à vous mettre en colère, François Baroin. Non, c'est parce que vous me posez la question, mais c'est aussi l'occasion de dire des choses. Selon un dernier sondage IFOP, 15% de ceux qui ont voté Sarkozy en 2012 sont intéressés et sont prêts à voter pour Emmanuel Macron. Ça veut dire que c'est aussi un peu votre sujet à vous, à droite? Non, notre sujet à droite, c'est de choisir notre candidat de droite, c'est d'organiser des primaires, d'avoir un débat. Ce n'est pas rien, parce que c'est pas dans notre culture, c'est vrai que c'est un élément nouveau et qu'il faut aussi appréhender ce débat de la manière la plus respectueuse des uns des autres, mais c'est combattre sans faiblesse tous nos adversaires. Macron fait partie des adversaires. Alors le gouvernement a mis la main à la poche pour sauver Alstom. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Valls. Nous sauverons Alstom. Le plan est très critiqué depuis hier, et notamment l'achat de 15 rames de TGV pour des lignes intercités. Qu'est-ce qui vous choque, vous, le plus dans ce dossier et dans la façon dont le gouvernement a eu de le traiter? Ce qui me choque, c'est l'absence d'anticipation sur un sujet d'importance. Ce qui me choque, c'est l'absence de vision de l'aménagement du territoire. Ce qui me choque, c'est la question de la dette de la SNCF qui n'est pas traitée. On a 50 milliards stockés en dette structurée pour la SNCF. C'est une bombe à fragmentation totale. 50 milliards, c'est presque l'équivalent de la charge de la dette nationale que l'on verse chaque année pour rembourser la structure de nos déficits annuels cumulés sur des années. Voilà ce qui me choque. Ensuite, sauver les 400 emplois du côté de Belfort, on ne peut que se réjouir pour ces gens-là. C'était la promesse du gouvernement, elle est tenue. C'est une politique de gribouille. C'est même insupportable quand on regarde ce qu'il y a devant. Il faut se mettre en place d'une définition. Lorsque Nicolas Sarkozy, à l'époque, à Bercy, avait structuré autour d'Alstom les conditions d'un sauvetage, d'une prise de participation de l'État, c'était pour remettre en quelque sorte sur les rails cette entreprise et ensuite lui offrir des perspectives de conquête à l'international. Rien n'a été fait sous ce gouvernement, rien n'a été anticipé. J'ajoute, vous parliez de M. Macron, il n'y a aucune colère, mais il a un bilan, c'est-à-dire qu'il a un passif. Lorsqu'il fait sa loi de dérégulation, il a pris un grand risque en n'anticipant pas les conséquences directes pour la SNCF. Par exemple, avec la mise en place des dispositifs de car. L'une des difficultés de la SNCF qui l'a empêché aussi de passer des commandes, c'est aussi la concurrence déloyale organisée par l'État même aujourd'hui qui vient à son secours. Alors le gouvernement dit que ça n'aura pas d'impact sur les finances publiques avant 2019. Si vous arrivez aux responsabilités, qu'est-ce que vous faites du plan Alstom? Regardez, en tout cas, il faudra définir une stratégie industrielle, il faudra définir les conditions du sauvetage de la SNCF, il faudra définir aussi des politiques pour les trains d'équilibre régionaux, les trains d'équilibre du territoire. Il faudra quand même réfléchir. On avait des plans d'infrastructure. J'étais ministre des Finances à l'époque et on avait accompagné budgétairement, même dans une période de grande tension, des politiques de développement d'infrastructures. L'Europe veut relancer la croissance autour des infrastructures. Le plan Juncker, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Parce que c'est une majorité, au fond, qui a bloqué le développement du fret, qui a arrêté le développement des barreaux autoroutiers et qui n'a pas mis en perspective ce qui devait être l'aménagement du territoire. Et ce matin, il y a un rapport plutôt optimiste qui dit que pour la première fois depuis 7 ans, la France va ouvrir plus de sites industriels qu'elle ne va enfermer. Ça veut dire qu'on est en train de sauver nos usines. Ce message optimiste, vous l'entendez? Non, c'est-à-dire que nous avons des territoires qui s'organisent, qui essayent de sauver. On a encore une part de la valeur ajoutée dans l'industrie qui est beaucoup trop faible. Les Allemands sont à 25%, les Italiens sont à 17-18%, nous on est autour de 10%. C'est évidemment très faible. Alors la primaire, on attendait l'effet blast. L'équipe Nicolas Sarkozy pariait sur un effondrement dans les sondages d'Alain Juppé. Et elle est plus dure que prévu,
cette campagne, non, François Non, Baroin? une campagne, c'est toujours un exercice exigeant. La campagne, elle s'organise autour des thèmes que nous développons et de Nicolas Sarkozy à travers le diagnostic. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui, s'il a rassemblé le plus grand nombre de parlementaires, le plus grand nombre d'élus, le plus grand nombre de soutiens, c'est que le diagnostic qu'il pose sur la société, les formulations des remèdes qui sont été apportés, correspondent à la réalité de ce que ressent une majorité C'est une promenade de française. santé, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? En tout cas, c'est un grand plaisir. Moi, je mène 3 ou 4 meetings par semaine. On va à la rencontre des Français. Je l'ai fait comme président des maires de France pendant 2 ans. Il y a une correspondance, il y a une passion. Puis quand on aime la politique, on aime les gens. Et quand on aime les gens, on est toujours heureux de les croiser, d'essayer de les convaincre. Je suggère aux socialistes qui veulent voter Juppé à la primaire de voter Sarkozy pour que la gauche ait une chance. Voilà ce que dit Michel Vauzel, député des Bouches-du-Rhône. Là, ça vous dérange moins, du coup, si la gauche participe au scrutin pour voter Nicolas Sarkozy? Vous avez une vision un peu réductrice, matinale de l'analyse. C'est bien la primaire de la droite et du centre. C'est pas la primaire de la rue de Solferino, des ténors désuets du Parti socialiste ou de François Bayrou. François Bayrou qui a refusé la constitution de l'UMP, qui a tué le centre en refusant de choisir entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, et qui a appelé à voter Hollande et qui est co-responsable et qui aujourd'hui montre du doigt le candidat qui veut soutenir, sinon arrêtez-moi ou je fais un malheur. Tout ça n'a pas de sens, c'est la raison pour laquelle il faut regarder devant, parce qu'il y a sur les côtés, mener une vraie campagne, et puis c'est à la fin de l'histoire qu'on jugera qui a gagné, qui avait la bonne sur la stratégie. participation d'une partie de la gauche à cette primaire Mais de ça la n'a droite, aucun est-ce que vous sens. pensez Non, mais pas, sur- François Baroin, que ça peut jeter une forme de discrédit sur ce vote? Écoutez, ce que je sais, c'est que les conditions de la mise en place de cette primaire sont assez simples. Il faut payer 2 €, c'est pas inatteignable, mais il faut s'engager. Soit on a des valeurs, soit on a une morale, soit on a des convictions, on les assume. Je vois pas des armées de socialistes, qui d'ailleurs n'existent plus vraiment dans le pays, je ne vois pas des armées du MoDem, qui d'ailleurs n'existent pas dans le pays, prendre le risque tout au long de leur vie d'avoir comme une lanterne le fait d'avoir signé une charte d'engagement des valeurs de la droite et du centre. Et cette charte, c'est aussi l'expression d'une conviction. Et c'est bien la conviction que sont les électeurs de droite et du centre. Sur les valeurs qui justement, François Baroin, est-ce que vous êtes à l'aise avec le contenu de la campagne de Nicolas Sarkozy? Jean-Marie Le Pen, hier dans Le Parisien, disait « il se jean-marinise ». Est-ce que vous êtes totalement à l'aise, vous? C'est le baiser du diable, je suis totalement à l'aise. J'ai été le ministre Nicolas Sarkozy, c'est la 3e fois que je voterai pour lui à une élection présidentielle et je le fais en conscience, en conviction et avec passion. Merci beaucoup François Merci. Baroin, c'est à vous William. Merci beaucoup, Caroline. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Et Sylvia Digard a attendu un peu avant de lui décerner ce prix de la star montante. Parce que assez souvent, depuis quoi, 3, 4, 5 ans, vous parlez de ses réalisations. Oui, au fur et à mesure, c'est vrai. Alors, Et là, il s'agit de l'ouverture d'un hôtel parisien. C'est pas toujours facile, les hôtels parisiens. Il y a de la concurrence en il y décoration. a de la concurrence. C'est vrai que j'ai à peu près toutes les semaines 3 demandes d'hôtels à visiter faites par des décorateurs, des designers. Donc, effectivement, il y a de la concurrence. Alors, cette architecte d'intérieur, elle s'appelle Sarah Lavoine. Déjà, elle a mis un moment pour se faire un prénom. Vous l'imaginez bien. Et bien maintenant, je peux dire qu'elle s'est fait un nom et une marque. Elle a maintenant développé vraiment une patte, une signature Sarah Lavoine. Et cet hôtel, il montre exactement où en est son travail. On l'avait rencontrée parce qu'elle avait fait des restaurants, on l'avait rencontrée parce qu'elle dessinait des produits, on l'avait rencontrée parce qu'elle avait un showroom. Et là, vraiment, je trouve que vous rentrez dans l'hôtel, d'abord c'est dans son quartier, c'est rue Saint-Roch, en plein cœur de Paris. Je trouve vraiment que c'est chaleureux, que à la fois, on s'y sent comme à la maison. Elle manie toutes ses couleurs, c'est du noir. Le noir, faut l'oser quand même dans un hôtel. Mais elle a grandi avec des miroirs. Elle a travaillé avec l'architecte Vincent Basti, qui a vraiment géré l'architecture du lieu. Elle a fait l'architecture d'intérieur. C'est encore bien différent. Il faut différencier les choses. Donc, moi, je trouve qu'en plus, il y a des bonnes idées à piquer dans cet hôtel. Donc, on peut faire une petite balade. C'est une bonne question, ça. Mais oui. Quand vous créez quelque chose pour un établissement, un magasin, alors vous avez une idée. Je sais pas, la table basse, vous la faites pas à 4 pieds, vous la faites à 1,5. Bon, ça, vous déposez un brevet? Oui, vous pouvez déposer un brevet, même faire éditer les meubles. C'est avec l'hôtelier ou pas. Enfin bon, après, ce sont des accords. De façon à ce qu'on ne vous pique pas l'idée, précisément. Pour qu'on ne pique pas l'idée. Mais là, on peut prendre des petites idées, nous, personnellement. Emprunter, puis on les rend. Allez, regardez.
J'étais très contente de gagner ce concours parce que c'est vraiment, c'est dans mon quartier, dans ma rue, il y a l'école de mes enfants et ma boutique, donc c'est un quartier que j'apprécie énormément. Surtout, c'est mon premier hôtel, donc de le faire ici, c'était très important pour moi. Moi, j'ai travaillé sur la chaîne intérieure, sur l'architecture pure, il y avait Vincent Bastille. Il y a eu un gros travail de structure, parce qu'on a fait une piscine, on a creusé, on a déplacé les bâtiments, les façades, une terrasse, enfin voilà, il y a eu beaucoup de grosses œuvres avant que moi j'intervienne, mais on a travaillé ensemble sur les volumes, sur la lumière, sur les terrasses et voilà, le positionnement de tout l'espace. Il n'y avait pas de thématique spéciale, c'était vraiment de faire comme mon nouvel appartement ou ma maison, un salon, on a réussi à faire un coin cheminée, donc on se balade. C'était pas très grand l'espace. Il y a un jeu aussi avec les miroirs qui reflètent, qui agrandissent. Moi je joue beaucoup avec les miroirs, avec le noir, avec des couleurs, pas mal de codes qui me ressemblent. Pour les chambres, on a à peu près 5 couleurs. Il y a toujours pas mal de noir. Des couleurs fortes, des jeux de velours, les matières sont importantes, des parquets en noyer, du lin, voilà, que des matières assez nobles et naturelles. Et les matériaux, voilà, je voulais comme une boîte un peu en bois, donc on a un sol qui est assez différent parce que c'est du bois debout, c'est pas un parquet classique. Et des plafonds en bois aussi qui donnent un côté très chaleureux et très agréable. On rentre dans une ambiance assez feutrée. Puis après, on découvre ce petit jardin, une petite terrasse. Enfin, voilà, c'est assez rare d'avoir des espaces comme ça en plein centre, en plein cœur de Paris. Ici, on a fait très attention à la lumière, mais moi, j'aime bien les ambiances sombres et cosy. Je trouve surtout dans un hôtel, c'est agréable. C'était comme un petit écrin, on rentre et c'est discret, il y a des coins pour se mettre, on parle, on boit un verre la journée. Et il faut que ça marche toute la journée. Donc il faut que ça marche le soir aussi, voilà, des lieux publics comme ça. Le sombre, il peut faire peur, mais au contraire, c'est très utile. Et le noir est très aidant pour ça aussi. Oui, moi, je suis très curieuse. Donc, comme je voyage pas mal et que je dors souvent dans les hôtels, une nuit à droite, une nuit à gauche, je regarde toujours ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et c'est vrai qu'ici, voilà, on a fait attention à la qualité de l'accueil, du service, des soins, de la salle de bain, de la lumière, ce qui est bien, la lumière qui tombe au-dessus, en dessous. Ce qu'il faut pour se sentir bien tout de suite, c'est se faire plaisir avant tout. Ça a l'air très doux, chaleureux, non? C'est très chaleureux, on s'y sent bien. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'elle a dû se faire un prénom, puisqu'elle est la femme de Marc Lavoine, mais elle avait déjà un nom, quand même. Elle s'appelle, son nom de jeune fille, Poniatowski. Oui, elle est d'une grande famille. Oui, grande famille, la fille de Jean. L'art de vivre, elle doit connaître assez bien. Je crois. Merci beaucoup. À propos de tendance. Bon, allez, on va passer à tout à fait autre chose et on poursuit avec Frédéric Vion. C'est l'Actu Plus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pays dont on parle, hélas, trop souvent pour lui et pour ses habitants dans nos journaux télévisés. C'est la Syrie. C'était l'occasion ce matin. Alors, on ne va pas vous parler de la guerre et du martyre que subissent ses habitants. Ça, hélas, c'est un sujet qui est très souvent traité. Mais la Syrie, est-ce que vous connaissez ce pays vraiment ? L'histoire de ce pays, sa géographie, pour savoir de quoi on parle finalement, au fait, tous les jours. C'est un pays qui nous intéresse particulièrement, nous Français, pas seulement parce qu'il n'est pas très loin, mais aussi parce qu'on y a eu des implications au XXe siècle. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Mais d'abord, je remonte à l'Empire ottoman. C'est de là que ça part. Regardez, il y a environ 500 ans, beaucoup de pays arabes et même une partie de l'Europe, vous voyez, sont sous domination ottomane, c'est-à-dire turque. Domination de près ou de loin sous différents statuts. Ça, c'est la carte au XVIe siècle. C'est immense. Alors, peu à peu, les Turcs vont perdre du terrain. Ils vont perdre certaines de ces colonies. Mais au moment de la Première Guerre mondiale, en 1914, l'Empire ottoman est toujours assez grand. Le voici en 14. Cette deuxième carte nous montre que les Turcs possèdent toujours à ce moment-là la région qui, vous voyez, en bas à droite, qui correspond actuellement à la Syrie. C'est une région turque en 1914. Alors, vous remarquez que cette carte est en allemand. C'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que les Turcs, en 1914, sont alliés aux Allemands dans la Première Guerre mondiale. Le sultan Mehmed V choisit l'alliance allemande. Mauvais choix, pas de chance, puisque évidemment, ils vont être du côté des perdants en 1918. Voilà le successeur Mehmed VI. Mehmed VI va perdre quasiment toutes les colonies de l'Empire ottoman. C'est la fin de l'Empire ottoman en 1918. Et les colonies vont être partagées entre les Anglais et les Français. On va voir deux diplomates, à gauche l'Anglais, M. Sykes, et à droite le Français, M. Picot. Et on va se partager les zones d'influence
pour l'après-guerre, pour les années 1920. Alors les Anglais, pour faire simple, auront comme zone d'influence l'Irak et la Palestine, et nous, on va avoir le Liban et la Syrie. Alors c'est pas vraiment des colonies. Hein. Non, c'est un protectorat. Voilà, c'est un protectorat, un mandat. On a un mandat, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des institutions locales, il y a même un président de la Syrie qui est syrien, mais il y a une influence française qui est admise de manière internationale. Alors ça dure jusqu'en 1946. En 1946, c'est l'indépendance pleine et entière. La Syrie devient complètement indépendante dans les frontières qu'on va voir tout de suite, les frontières actuelles. Il va y avoir une période assez trouble, hein, les années 40-50, il y a beaucoup de coups d'État en Syrie. À un moment, la Syrie va même fusionner avec l'Égypte. Ça ne durera pas, mais pendant 2-3 ans. Et puis en 70 arrive ce monsieur Hafez El-Assad. Alors Hafez El-Assad, c'est l'ancien ministre de la Défense. Il fait un coup d'État et il devient dictateur, hein, disons les choses. Il instaure un régime très autoritaire avec une police redoutable. Et ce régime autoritaire, quand arrivera la mort en 2000 d'Hafez El-Assad, va même devenir un régime héréditaire, parce que cette république héréditaire, il fallait le faire, il n'y a qu'en Corée du Nord qu'on voit ça, puisqu'il va avoir comme successeur ce monsieur qui est son fils, Bachar el-Assad, Bachar dont les méthodes sont tout aussi autoritaires que celles de son père, hélas, je ne vous l'apprends pas. Alors Hafez et Bachar, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas de la même religion, de la même ethnie, que la majorité du peuple syrien. Ils sont alaouites. Les alaouites, c'est une branche particulière de l'islam, très minoritaire, hein, 10% environ de la population en Syrie. Et pendant longtemps, les alaouites étaient très méprisés par la majorité de la population, qui est composée de musulmans sunnites. Alors là aussi, je reviens à la colonisation, parce que, vous voyez des images de l'époque coloniale française en Syrie. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que les problèmes actuels de la Syrie et de l'Orient viennent de la colonisation parce que justement les Européens ont fait des frontières un peu artificielles en mettant ensemble des ethnies ou des religions qui ne se supportent pas. Et c'est de ça que viendraient les problèmes du Proche-Orient. Alors c'est un peu vrai, c'est vrai que ça n'a pas aidé, mais il n'y a pas que ça. Hein. Effectivement, dès le départ, s'il y a des populations très imbriquées sur le même territoire qui ne se supportent pas, on ne peut pas faire un État pour chacune. On connaît bien le problème en Europe avec les Balkans. Et puis attention, il n'y a pas que la dimension ethnique dans cette guerre en Syrie. Il y a souvent eu des troubles dans cette région dès l'époque que l'on voit sur ces images. Et puis aujourd'hui, il y a certes cette opposition entre les sunnites et les alaouites, mais il y a aussi les laïcs modernistes d'un côté, les musulmans traditionnalistes intégristes de l'autre, les manifestants démocrates en 2011, puisque c'était le printemps arabe, et puis d'un autre côté, une dictature qui n'a pas du tout envie qu'il y ait des élections démocratiques. Il y a par-dessus le marché tous les pays voisins qui soutiennent une faction ou bien l'autre. Et donc, voilà, ça explique malheureusement pourquoi on en est toujours à cette situation dramatique. Dans ce pays-là, ils soutiennent souvent les rebelles du pays voisin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme les populations sont très imbriquées, le pays voisin qui n'a pas envie que telle population qu'il a en minorité chez lui prenne du pouvoir, s'implique pour que cette population-là ne gagne pas en Syrie, etc. C'est extrêmement... Je crois que c'est De Gaulle qui disait l'Orient c'est compliqué et malheureusement il a raison. Merci beaucoup pour ces précisions, Frédéric. C'était les matins. Oui, ça vous connaissez. C'est l'actualité musicale avec Alex Jaffay. On continue sur la lancée des compositeurs célèbres dans le monde entier. Vous aviez vu la semaine dernière et entendu des musiques de Randy Newman, de John Williams. C'est des gens qui ne savent pas où mettre leurs Oscars sur la cheminée. Ils n'ont plus de cheminée suffisamment d'ailleurs. Ils en prêtent quand ils veulent. Alors là, vous avez reconnu, c'est Vladimir Cosma, bien sûr. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il sera en concert avec un orchestre philharmonique et tout un chœur. Voilà. Oh, ça marche pas. Et tout un chœur. Ah, j'adore. Bonsoir Paris. J'adore avec les micros. Eh oui, bonsoir. À propos de musique et de son, pendant qu'un micro. C'est pas plus mal. Et donc, il sera en concert au Palais des Congrès ce dimanche. Mais il a déjà fait ça. Il a déjà fait, mais là, grande salle avec orchestre et chœur. Je crois que c'est une des premières, avec évidemment des invités qui viennent chanter, parce que parfois il y a des chansons comme dans La Boum. Vous savez, c'est pas que orchestral. Parfois, ce sont des chansons. Ça c'est bien ça. C'est pas mal. Alors il dirige l'orchestre. Il dirige l'orchestre, absolument. Et évidemment, ça enchaîne tous les tubes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça démarre, vous dites ah mais oui c'était lui, parce que le gars on a écrit un bon paquet et un bon paquet qu'on connaît. Et justement, ce que je veux vérifier aujourd'hui, c'est votre niveau de cosmatologie. Oui. C'est-à-dire voilà si vous êtes vraiment des cosmatologues. Haha, blague humour. Donc je suis tout seul avec ma vanne, je vois ça. Donc non, c'est très marrant, moi j'aime beaucoup. Mais vous là, le montrez pas. T'as pas le temps. T'as pas le temps de rire. Alors tu ris intérieurement. C'est tellement rapide qu'on va se tutoyer. Donc on va commencer avec du facile. Ce que je veux, c'est évidemment le titre du film. Et premier extrait, écoutez, c'est fastoche. Le grand blond avec une chaussure noire.
Le grand blond avec une chaussure. Le grand blond, je crois qu'on a eu Laura d'abord, le grand blond évidemment, Yves Robert, 1972. Juste pour la petite histoire, parce que c'est pour montrer que quand même Vladimir Cosma, il a la tête dure, il est roumain, tout ça, c'est drôle. Yves Robert lui dit, j'aimerais une parodie des films de James Bond. Et l'autre, il fait, bien sûr, et il lui fait un truc de folklore roumain. C'est ça, j'adore. Et l'autre, tu dis, c'est parfait. Oui, c'est parfait, c'est très exactement bien. ce que je L'autre, il voulais. fait, oui, bien sûr, d'accord, je vais faire ce que je veux, de toute manière, c'est moi qui décide. À la flûte de Pan, c'est Georges Zamfir. On oublie toujours, voilà, Georges Zamfir, quand même. Deuxième extrait. C'est le Mozart de la flûte de Pan, il faut le savoir. Hein. Et il faut le dire, c'est vrai. Deuxième extrait, c'est la musique qui lui a permis d'avoir son premier César. Écoutez bien. 1981, c'est un film de Très belle Jean-Jacques image, Benex. avec des rouges flamboyants. Ouais, Diva. Diva, très bien. Diva, bien joué. Voilà, Diva. J'adore. Et c'est lui, et c'est Cosma qui joue au piano parce qu'il a demandé à un pianiste de le jouer. Et en fait, c'était le côté maladroit fonctionnait très bien parce qu'il n'est pas pianiste, il est violoniste, Vladimir Cosma, et c'est lui qui joue. À chaque fois, je vous raconte un petit truc, ça va durer des heures. J'adore. On est là jusqu'à 17h. Oui, bien sûr. Bon, allons-y. Comme d'habitude. Vous éteindrez en. Ah oui, je fais comme partant. d'habitude. J'éteins après. L'extrait suivant, alors c'est un truc intéressant parce que ça date de 1968, c'est la première chance qui a été donnée à Vladimir Cosma de travailler avec Yves Robert, parce qu'avant les musiques d'Yves Robert c'était Michel Legrand, et Michel Legrand il part aux États-Unis pour faire l'affaire Thomas Crown et des choses comme ça, et son assistant c'était Vladimir Cosma. Chef, vous allez dire un truc? Non, mais il l'a recommandé. Hein, bien sûr. Auprès d'Yves Robert, en disant, si tu veux travailler avec eux, voilà. Voilà, et résultat, Vladimir Cosma a fait toutes les musiques de films d'Yves Robert. Écoutez bien celui-là, essayez de trouver le titre. Je peux vous donner un petit indice. Il y a Alexandre le Bienheureux, joli. Moi, je suis cosmaphile. Alexandre le Bienheureux, c'est joli. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on reconnaît un peu du Legrand, c'est-à-dire harpe, corde. Oui. C'est-à-dire que l'élève n'était pas encore complètement désolidarisé de son maître. C'est assez drôle. On continue toujours avec Yves Robert, beaucoup plus tard. Là, on est en 1976. Normalement, vous devriez tout de suite voir la merveilleuse actrice qui passe avec sa robe rouge. Ça trompe énormément. Oh là là, Laura. C'est facile. Un éléphant, ça trompe énormément. Est-ce que quelqu'un peut vérifier si Laura a mes fiches? Je pense qu'elle triche. Non, mais elle avait toutes les cassettes dans l'armoire de son grand-père qui était producteur de films. Il faut que je vous explique aussi. Son papa, c'est que son grand-père était le producteur de Et Dieu créa la femme. Oui. Donc dans la famille Tenoji, le cinéma, on connaît. Voilà, je referme la parenthèse. Merci, il faut toujours expliquer. Edmond. C'est comme si on avait du temps en fait. Allez, on y va. Vous savez ce qu'il y a dans cette musique? En plus d'avoir cette musique, on voit Annie Dupéret avec sa robe rouge. Ce qui est génial, c'est que Cosma a rajouté des bruits de mouettes. Quand vous écoutez le disque, il y a des bruits de mouettes pour vraiment le côté genre je m'en vais. Alors, avec Gérard Houry, évidemment, ils ont fait Rabbi Jacob, on l'a entendu en introduction. Ils ont fait un film aussi avec Jean-Paul Belmondo. Arrête de tricher, regardez, elle triche, regarde. Je ne dis rien. Bah oui, mais alors, ils ont fait un film en 1982 avec Belmondo, essayez de retrouver. Assez fastoche. L'as des as, absolument. Laura. Et pour la petite histoire, la légende dit que Morricone était sur le coup pour faire la musique et qu'il y a eu comme une compète et que c'est Cosma qui a gagné. Bien, ça. Voilà. On termine avec le dernier. Non, allez, on fera la prochaine. Non, un petit dernier. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, bon, alors allons-y. Ça, c'est le deuxième Oscar. Alors là, celui qui trouve, un super banco, Laura, si tu trouves, gros bisous. Parce que ça, c'est le deuxième Oscar, le deuxième César de Vladimir Cosma. Alors, vas-y. Collaboration avec Ettore Scola. Plus difficile, ça. Plus difficile. Eh bien, c'est Le Bal d'Ettore Scola en 1982, 83. Qui se passe dans les sous-sols de la coupole. Exactement, dans une salle de bal. Tout le film se passe là. Voilà. Il y avait un autre compositeur et Cosma est venu le remplacer. Bon. Et voilà. Alors, Résultat, donc, le rendez-vous, c'est 9 octobre, C'est avec vrai. l'Orchestre national de Roumanie. Mais oui, son pays d'origine. C'est ce dimanche-là au Palais des Congrès Allez. de Paris. Voilà. À Bravo. bientôt. Je peux garder le micro? Merci. On se voit à Paris. Non, tu le rends. Je le rends. D'accord. Il a été loué. Alors Il a été loué, tu le mais payes. moi aussi j'ai été loué. Comme vous avez raison de vous lever de bonne heure. Alors. on Canard commence par- enchaîné, nous Oui. sommes mercredi, les deux petits dessins. Les dessins. Regarde. Et les commentaires. C'est très mal engagé pour François Hollande. Dessin de Lefred Douron. Tu es battu dans tous les cas de figure. Lui qui répond « Et si je suis seul à me présenter, match nul ». Dessin de Pétillon qui est terrible. Hein. À propos d'Alep, nouveau Guernica. C'est Obama qui dit à ses chefs d'état-major « Ce qui nous manque, c'est un artiste du talent de Picasso ». Karl Lagerfeld se lâche, regardez.
formidable. C'était hier. Alors vous verrez ces images, qu'est-ce qu'on est, mercredi demain ou après-demain? Demain. Ouais. C'est la collection Printemps-été 2017. Alors c'était au Grand Palais hier soir, décor de data center, digne de la Silicon Valley. On parle de la Fashion Week, c'est plutôt la Fashion Tech en ce moment. Les manchots, je vous en parlais hier, l'intelligence des animaux, et vous en vouliez d'autres. Donc en voici des manchots qui ne sont pas tant que ça. Alors là, on est dans l'Antarctique, c'est l'hiver, il fait moins 60 degrés, il y a des rafales de 200 km/h qui arrivent de la droite de l'image. Que font les manchots? Ils se regroupent par plusieurs centaines. Du coup, ceux qui sont au milieu, ils sont à 10 par mètre carré, donc là, il fait 30 degrés. Et vous allez me dire, il y a des petits profiteurs, parce qu'il y en a qui ont chaud et d'autres qui ont froid. Oui. Ben, pas du tout. Ça tourne. Ceux qui affrontent le blizzard à droite vont ensuite régulièrement se mettre à l'abri, à gauche. Et, ça tourne, il y a une rotation permanente. Vous voyez qu'ils sont intelligents, nos animaux. Après les animaux de drôles de zèbres, les artistes français qui sont passés devant l'objectif de Richard Avedon. Exposition à la Bibliothèque nationale de France à partir du 17 octobre, mais en avant-première, vous avez quelques photos dans Chasseurs d'images. Regardez bien celle de droite, celle-là est extrêmement rare. C'est François Sagan dans les bras de Gérard Depardieu. Vous ne l'avez pas vu souvent, celle-là. Oui. Alors à gauche, on l'a vu souvent, on la Celle-là, connaît on la d'ailleurs, connaît, oui. Montand, Signoret. Allez, deux autres. Catherine Deneuve à droite. Oui. Jeanne Moreau. À gauche. Ouais. Jeanne Moreau en 62, Catherine Deneuve en 68. Et pour finir, deux autres photos. Ouais. Marguerite Yourcenar, photographiée en 1993, et Yannick Noah en 1992, soit 9 ans après son titre à Roland-Garros. Duras. Qu'est-ce que j'ai dit? Yourcenar. Non, Marguerite Duras, pardon. Oui, Duras. Marguerite Duras et Yannick Pioline. Ouais. Là, on ne peut pas se tromper. Merci beaucoup. Mademoiselle Laura Dieu a encore... Sous le charme de ton 6-8. Alors c'est vrai que quand on entend son nom, on aurait tendance à dire Peter Lindbergh. On se dit tiens, c'est un Américain. Pas du tout. C'est Peter. Ouais, c'est un Allemand. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Alors, vous connaissez peut-être pas son nom, mais en tout cas, vous connaissez certainement certains de ses clichés. Parce que Peter Lindbergh, c'est un photographe culte qui a fait des clichés cultes et qui a permis, si vous voulez, son travail a permis d'émerger comme ça une nouvelle génération de top modèles qu'on voit d'ailleurs justement sur l'écran, des top modèles aujourd'hui devenus cultes. Et Peter Lindbergh, il a été aussi découvert par une femme culte du monde de la mode, c'est Anna Wintour. Anna Wintour, quand elle a pris les rênes de ce fameux magazine américain aux États-Unis, elle a déniché ce petit photographe, elle a vu en lui un destin prometteur, elle lui a fait faire la couverture du magazine. Et Peter Lindbergh, sur le shooting, il a renvoyé les maquilleuses, les habilleuses et tout, il leur a mis des chemises blanches, pas de maquillage, du naturel, et ça a juste cartonné. Alors, c'est une rétrospective à Rotterdam, 40 ans de photographie, 220 clichés. Le grand truc de Peter Lindbergh, c'est les femmes au centre de son travail, des clichés en noir et blanc. Et vraiment, il dit être soi, c'est la définition même de la beauté. Donc il demande vraiment à ses modèles d'être elles-mêmes. Voilà, donc il photographie des femmes, hein, pas seulement des top modèles, aussi des acteurs, des chanteurs. Des chanteuses. Parfois, exactement, Tina Turner, parfois des acteurs. Mais il préfère les femmes. Il trouve ça plus intéressant au niveau de son travail. Le noir et blanc, toujours, c'est magnifique, le noir et blanc. Ah. Et Peter Lindbergh est extrêmement aimé. C'est le papa, c'est vraiment le papa des top modèles. Hein. D'ailleurs, dans l'expo, il y a des top modèles qui parlent de lui. Elles sont en pleurs, elles sont émues de parler. C'est vraiment leur papa. Donc je vous propose d'aller à Rotterdam pour découvrir cette grande rétrospective. Peter Lindbergh est un des photographes de mode les plus influents de son époque. Il est né en 1944, grandit à Duisburg, en Allemagne, et aiguise son regard artistique en se formant à l'Académie des Arts de Berlin. En 1988, un grand magazine de mode fait appel à ses talents pour une séance photo. Et là, ce fut une bombe dans le monde de la mode. Tout le monde fut épaté par ce regard photographique novateur et frais. Les clichés étaient waouh. Et c'est ainsi que Peter Lindbergh est devenu incontournable. Il a sorti les mannequins des studios pour les emmener dans la rue. Et c'est ce que nous montrons d'ailleurs dans l'exposition. Beaucoup de photos ont été prises dans un contexte urbain.
car Peter Lindbergh adore proposer à ses modèles des situations inattendues. Grâce à lui, les modèles sont devenus de vraies personnalités. On peut désormais mettre un nom sur leur visage. Des visages emblématiques comme ceux de Linda, Naomi ou encore Cindy. Peter Lindbergh a toujours aimé travailler avec l'énergie des danseurs. Dans la partie consacrée à la danse, on peut d'ailleurs voir un très joli portrait de Pina Bausch. Ou cette série de Madonna, avec toujours cette idée de mettre en avant le mouvement du corps qui rappelle celui d'une sculpture. Peter Lindbergh s'intéresse aussi à la science-fiction, à l'univers de l'inconnu. Ainsi, au début des années 2000, il s'est dit qu'il était temps pour lui de trouver de nouvelles inspirations. Il crée alors tout un univers autour des extraterrestres, des martiens et des soucoupes volantes pour réaliser ses clichés. Il n'a pas hésité à faire appel au langage cinématographique, une nouvelle manière de faire de la photo de mode. Peter Lindbergh aime photographier les femmes, qu'il trouve plus facile d'accès, et très souvent, il crée de vrais liens d'amitié avec elles. Pour cette exposition, Peter Lindbergh a choisi d'ouvrir ses archives, afin que le public fasse connaissance avec l'homme qu'il est. Il révèle ainsi toute l'humanité qui imprègne son travail. Quelle est l'actrice ou la chanteuse ou la personne connue, homme ou femme, que vous retrouvez dans ces expositions, puisque vous les faites quasiment dans le monde entier? C'est Catherine Deneuve. Patrice Rumden en parlait. Justement, il a montré une photo de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est aussi dans cette exposition. Catherine Deneuve a été prise en photo par tout le monde et elle est exposée par tous les plus grands photographes du XXe XXe siècle. siècle. Grands photographes, Man Ray par exemple, mais par tout le monde, c'est incroyable. Juste, je voulais vous montrer le bouquin qu'on voit sur l'écran, qui est édité par ta chaîne. 40 ans de photographie, 400 clichés. Et en 2017, le calendrier Pirelli, c'est Peter Lindbergh qui photographie des actrices hollywoodiennes en noir et blanc et toujours au naturel. Et on retrouve notre talentueuse Léa Seydoux dans le calendrier. Ah oui. Ouais. On va parler de régime, mais avant cela, on va vous parler de l'intestin avec tous ces bactéries qui le peuplent, des millions de bactéries. Mais ce pas des bactéries méchantes, elles sont très gentilles, elles nous aiment et elles nous protègent contre pas mal de maladies. Cet ensemble-là, intestin avec toutes ces petites bactéries, ça porte un nom. C'est le microbiote. Microbiote. Le régime microbiote, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage dont on va vous parler maintenant. Le microbiote, c'est un écosystème naturel. C'est des millions et des millions de bactéries qui peuplent nos intestins, comme vous le disiez, qualifiés de deuxième cerveau, parce qu'on s'est aperçu, selon les dernières études, qu'il y avait énormément d'effets collatéraux de la qualité de notre intestin sur nos maladies. Et notamment, les chercheurs ont prouvé que le déclenchement de certaines maladies de l'intestin, mais pas que, il y a aussi la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies, tout notre microbiote est responsable en fait de la qualité de nos intestins et de notre système immunitaire. Pourquoi le système immunitaire? Parce que figurez-vous qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Et à l'intérieur de notre intestin, il faut stimuler les bonnes bactéries parce qu'elles véhiculent des vitamines. Par exemple, les vitamines du groupe B ou du groupe K sont fabriquées par les bonnes bactéries de notre intestin. Mais comment on les nourrit alors? Il y a des petites graines spéciales bactéries? Non, il y a l'alimentation qui est bien spécifique pour développer un bon microbiote. Nous avons rencontré l'auteur de l'ouvrage. Les prébiotiques se retrouvent dans les aliments qui contiennent des amidons résistants, par exemple les céréales, les fèves, les pois cassés, les lentilles, il y a les pois chiches, les haricots. Il y a des fructanes qui sont dans les oignons, les échalotes, les poireaux. Il y a ensuite des prébiotiques dans un certain nombre d'autres aliments qui sont
l'orge, l'avoine, qui contiennent des bêta-glucanes, et puis de nombreuses fibres contiennent aussi des prébiotiques. Et enfin, une classe avec 8000 molécules différentes qui sont les polyphénols, par exemple dans le chocolat, dans le café, dans le thé, dans les fruits. Le côlon, c'est un biofermenteur, c'est-à-dire que les bactéries ont des enzymes qui vont permettre de fermenter toutes ces substances qui n'ont pas été assimilées dans l'intestin grêle. Et c'est ça qui va permettre aux bactéries de se multiplier. Ils cherchent du carbone, ils cherchent de l'azote, ils cherchent du soufre, et tout ça, ils vont le trouver. Et en contrepartie, ils vont relarguer des substances, pour nous, qui ont des effets santé extraordinaires. Par exemple, des petits acides gras, dont un que tout le monde connaît à peu près maintenant, qui est le butyrate, qui protège le côlon vis-à-vis du cancer, qui fait fonctionner les cellules du côlon de façon optimale. Il y a une multitude de substances qui nous profitent à nous. Bon, alors ce qui serait bien, on le dit à chaque fois, mais on va le redire, c'est que des éditeurs qui publient ce genre de livres et publient aussi des fiches. Oui. Vous mettez ça dans votre cuisine, parce que vous n'allez pas vous souvenir de cette chronique en détail. Dire, hop, on sort la fiche, ou alors on tape sur un site qu'on connaît, mais on n'a pas toujours le téléphone à la main. Juste, vous regardez la chronique et puis vous listez juste les aliments que cite M. Burkel, donc oignons, ail, poireaux, toutes les légumineuses, les polyphénols, le thé, etc., les patates, le riz, l'orge, le seigle, le topinambour et la chicorée, ça aussi c'est des fructanes. On a le tableau, topinambour et chicorée, vous avez tout ça, céréales complètes et les légumes, les asperges et les pissenlits. Alors ça c'est moins facile, les pissenlits évidemment. Ouais. On préfère les asperges et les artichauts aussi, tout ce qui est fibres et qui crée donc les bonnes bactéries du microbiote pour nous protéger de certaines maladies et développer notre bon système immunitaire. Ce qui se joue, c'est la prévention du cancer colorectal, surtout, et de l'inflammation chronique de l'intestin. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'inflammation chronique de l'intestin. Merci Laurence. On termine avec Isabelle Martinet. Plusieurs fois par an, vous le savez probablement, grâce à Télématin, la CNCF met sur rail des trains expositions qui sillonnent la France pendant de nombreuses semaines. Ça a été le cas, souvenez-vous, du train de la télé. Ce sont des expositions qui sont conçues pour le plus grand nombre, c'est-à-dire pour la famille. En plus, c'est ludique et c'est gratuit. Alors, il y a un nouveau train qui est mis en place. Isabelle va vous expliquer quel est d'abord le thème de l'exposition. Elle s'en est pas aperçue, mais c'est écrit derrière elle. Bonjour Isabelle. C'est quoi le thème de l'exposition? Bonjour William. Alors, saveur et santé, c'est son nom. C'est le 283e train expo. Et le thème, eh bien, il faut savoir que ce train traite de l'influence de l'alimentation sur la santé. Donc c'est un thème magique qui intéresse tout le monde parce qu'évidemment, en théorie, on sait qu'une nourriture saine contribue à une bonne forme physique. Certes, mais dans la pratique, ça n'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Donc justement, cette exposition nous donne des solutions simples de façon à prendre ou à conserver, ça dépend des personnes, les bonnes habitudes. Bon, concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est un train qui est long, hein. Il mesure 350 mètres. Il est composé de 7 voitures. Les premières sont consacrées à la gastronomie, tout de même, nous sommes en France, les métiers alimentaires. Et puis, l'autre partie, eh bien, c'est l'encadrement médical, les assurances et les bons conseils pour préserver son capital santé. L'exposition ouvra à 10h30, mais nous vous avons préparé tout de même une petite visite guidée en avant-première. Regardez. La gastronomie fait partie du patrimoine des Français. Imaginez qu'il y a seulement 7 ans, seuls 52% s'intéressaient au contenu de l'assiette pour savoir si c'était bien ou pas bien pour la santé. Aujourd'hui, pratiquement tous les Français en sont conscients. Un peu de poireaux, un peu de légumes trouvés chez les maraîchers ce matin. On a acheté quelques filets de maquereau qu'on a juste passé à l'huile d'olive à la poêle. On y ajoute quelques légumes qui ont juste été cuits dans de l'eau salée. Un petit zeste de citron vert pour donner un petit peu de peps au plat. Voilà ce qui est un plat gastronomique, bon pour la santé, rapide à faire et pas cher. Ça, c'est un petit déjeuner complètement sain, 100% santé et totalement inédit, puisque aucun blé, aucune farine n'a été engagée, aucune cuisson et aucun produit laitier. Là, vous avez une pâte à tarte qui n'est pas cuite et qui n'a pas de farine. Là, une confiture, on n'a vraiment plus besoin de cuire les fruits et d'ajouter du sucre. C'est une crufiture.
Ici, on a des crêpes qui sont faites avec des courgettes et qui sont hyper bonnes. Et là, un chocolat qui est fait avec du pur cacao antioxydant, cru, avec les fèves, et du lait de noisette. Et là, alors là, je ne dis pas, c'est juste incroyable. Donc réconcilier les saveurs et la santé, c'était d'abord refaire découvrir les 5 sens. Alors pour cela, on a des endroits où on peut à la fois sentir, toucher, écouter. Ici, on est dans un espace où sont présentées toutes les vertus des plantes, à la fois de façon préventive et de façon curative. En matière de conseils santé, on a également toute une série de diagnostics qui sont proposés aux visiteurs. Et à partir de ça, on en tire des conseils à lui donner. La gastronomie est effectivement très importante pour la santé. Ça avait été décrit déjà très longtemps auparavant par Hippocrate, qui avait bien compris que la qualité des aliments que nous absorbons va déterminer au long terme, c'est-à-dire au bout de plusieurs décennies, notre espérance de survie ainsi que la qualité de notre vie. Les gens qui sont plutôt stressés, dépressifs, font plus de maladies que les autres, alors que la table apporte des plaisirs qui font partie intégrante du bonheur et il ne faut donc pas le négliger. L'objectif, c'est de faire vraiment de la prévention auprès du grand public. N'oublions pas, bien manger, c'est mieux vivre et donc allonger sa durée de vie. Alors, on a vu des plats à cuisiner, mais il faut pas confondre, c'est pas un restaurant, hein. C'est pas 300 mètres de restaurant. Ah non, ce n'est pas. Non, c'est une exposition, Non. hein, Isabelle. C'est une exposition pédagogique, il y a des petites choses à déguster, mais ce n'est pas un restaurant. Il y a la partie gastronomique et puis il y a la partie scientifique, c'est là où nous nous trouvons actuellement. On y apprend par exemple comment le cerveau va détecter le goût. Et puis je voulais vous montrer tout à côté quelque chose de très rare. C'est une vitrine qui contient la vaisselle de l'Élysée. Alors vous allez pouvoir y découvrir par exemple le service de Napoléon III. Vous savez que ça sort à titre tout à fait exceptionnel à l'occasion de l'exposition. Vous avez aussi une assiette oiseau qui date de 1899, que le général de Gaulle aimait bien, qui est toujours en vigueur à l'Élysée. Et puis voici un service plus simple, très prisé, et aujourd'hui et autrefois, toujours par le général de Gaulle. Et puis nous avons découvert, par exemple, une pince à sucre en poudre qui est évidemment toute ciselée, et puis ce couteau à caviar avec un manche en écaille de tortue pour ne pas oxyder le produit. Vous voyez, on est dans la haute gastronomie française. Oui, on ne sert plus de caviar à l'Élysée, vous savez bien, depuis... hein? Non, peut-être pas, peut-être pas. Trop cher, trop cher. Bon, alors à part ça, les Parisiens vont pouvoir voir ça quand et les autres? Alors, pour les Parisiens, c'est aujourd'hui jusqu'à 18h30 gare de Lyon, parce que demain, le train va partir jusqu'au 23 octobre. Il y a quand même un trajet de 6000 km à parcourir. Il va s'arrêter dans 17 villes. Mais si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, il y a quand même d'autres dates parisiennes qui sont proposées. Le 16 octobre, par exemple, ça sera gare de l'Est, et le 20, gare du Nord. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Bon voyage. Ah non, vous revenez, vous, d'accord.